Je vais appeler à mes côtés Franz Fodéré, qui est président fondateur de Zion, qui va inaugurer une série d'entretiens autour du marketing et la relation client bancaire. Bonjour Franz, bienvenue. Je vous laisse vous installer tranquillement. Bien sûr, de l'IA générative, qui est le fil conducteur de cette journée et de ces différents temps d'échange. Alors Zion, vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants, Franz évidemment, mais en très gros, vous êtes un spécialiste chez Zion de l'IA appliquée à la voix. Donc on parle de relations clients, on parle de voix, donc ça veut dire appel téléphonique. Peut-être on pourrait commencer, Franz, par essayer de voir à quel moment l'IA intervient sur les, on va dire, sur les trois grands temps de l'appel, c'est-à-dire avant l'appel, pendant et après. Comment elle peut aider le conseiller à améliorer la satisfaction client in fine, finalement. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Franz Fodéré, le président et le fondateur de Zion. Donc, Zion est une société française que j'ai créée en 2017 avec une ambition claire, c'est de révolutionner la relation client, notamment vocale. Donc, concrètement, nous développons des solutions d'intelligence artificielle vocale, spécifiquement pour la relation client, et très particulièrement avec une forte expertise dans le secteur de la banque et l'assurance. Donc la particularité de Zion, avant de répondre sur les solutions qu'on offre, c'est que nous développons nos propres solutions d'intelligence artificielle. Donc elles sont propriétaires, elles sont développées en France par des équipes internes, donc des docteurs, des ingénieurs, des linguistes, et notamment dans le domaine de la reconnaissance de la parole et aussi de l'intelligence artificielle générative. Voilà. On parle de souveraineté à l'instant, c'est un bon exemple. Ouais. Alors justement sur la souveraineté, un des objectifs de Zion, dès la création, quand j'ai créé la société, c'est vraiment d'avoir une logique de souveraineté numérique réelle. Donc concrètement, comment on le garantit à nos clients, c'est qu'on développe les solutions en interne, on les héberge en France et on les entretient, elles sont maîtrisées par les équipes en France. Donc on a très peu de dépendance vis-à-vis des grandes plateformes extra-européennes. Donc très concrètement, donc sur les différents aspects du parcours d'appel en particulier, quelles sont les solutions qui sont proposées aujourd'hui, à quel degré de maturité technologique on atteint? Donc, chez Zion, nous avons deux offres. L'offre historique, qui est l'offre qu'on peut appeler d'automatisation, qui est finalement, historiquement, on l'appelait les callbots. Aujourd'hui, le mot a changé, il est plus à la mode, on appelle ça des agents IA. Donc chez Zion, ce sont des agents vocaux IA. Donc, qui automatise un certain nombre de tâches. Donc, d'abord, la tâche de qualification, donc le remplacement des serveurs vocaux interactifs traditionnels, qui sont remplacés par des bots d'accueil, qui vont notamment qualifier la demande du client, ça c'est une étape très importante, identifier, authentifier le client, c'est extrêmement important dans vos métiers de la banque, et puis automatiser un certain nombre de cas d'usage de façon totalement autonome. Donc c'est ce qui qualifie un agent IA, c'est qu'il est autonome, il peut exécuter une tâche. Il y a vraiment un saut technologique par rapport au serveur vocal interactif qui n'est pas vraiment de l'IA, en fait, qui est plus... Alors, serveur vocal interactif, il n'y avait pas d'IA du tout, c'était l'IA touche. Ouais. Après, il y a eu des phases de transition avec des systèmes dans lesquels il y avait une introduction de la technologie vocale, mais bon, ça restait assez frustrant parce que le vocal remplaçait des touches, donc il n'y avait pas de véritable gain. Quand on arrive avec une véritable introduction de l'IA générative dans le système, on peut aller plus loin parce qu'on peut faire de la qualification très très fine de la demande client, ce qui permet d'être plus chirurgical dans le choix du parcours client, sur quel service on va router le client, est-ce qu'on va automatiser sa demande, est-ce qu'on va aller sur un centre de gestion, est-ce qu'on va le traiter à froid, est-ce qu'on va le traiter à chaud. Donc on a besoin de cette finesse de qualification. Et puis la phase d'authentification et d'identification qui est très essentielle dans la banque en particulier, parce qu'elle fait notamment gagner beaucoup de temps au conseiller qui n'a pas besoin de la refaire quand il récupère le client après le système. Et puis, alors donc ça, c'est l'offre historique. Et puis, on a une offre plus récente qui est l'objet de la conférence d'aujourd'hui, qui est l'offre de conseiller augmenté. Donc, cette offre, elle existe depuis 2 ans environ en production, puisque finalement, elle ne pouvait pas exister avant l'IA générative. Donc, on l'a développée très tôt, parce qu'on avait anticipé le développement de l'IA générative. Avant, en fait, la sortie de ChatGPT, on avait déjà travaillé sur des modèles génératifs, qui s'appelaient d'ailleurs du NLG, ça n'avait pas le même nom à l'époque. Et ce qui fait qu'on a pu sortir très vite des premières solutions de conseillers augmentés. Et donc là, on est après la phase d'automatisation. Donc là, on est après la phase d'automatisation, effectivement. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça apporte au conseiller? Qu'est-ce que cette IA générative génère pour le conseiller? Alors, avant de parler du conseiller, je voudrais juste projeter un petit peu sur le futur, sur qu'est-ce qui va se passer sur la partie automatisation. Donc, sur le marché actuellement, les taux d'automatisation maximum en vocal, j'entends bien, sont de 30 à 35%.
30 à 35% des appels, Oui. dans des secteurs qui sont très automatisés, vont sur des bots. C'est notamment dans la banque en ligne ou dans la santé, la mutuelle santé. Voilà. Donc ce taux va monter progressivement avec l'introduction de l'IA générative, qui va permettre de faire des nouveaux cas d'usage qui aujourd'hui sont difficilement exécutables avec les technologies d'IA traditionnelles. Et on va monter dans le vocal, je pense, assez vite à 40-45%. Ce qui veut dire qu'en fait le mix en fait, d'actes que va traiter le conseiller va quand même grandement changer. Il y a la moitié des actes qu'il traitait il y a quelques années qui vont disparaître à peu près, en vocal, encore plus dans l'écrit d'ailleurs. Et donc le conseiller va avoir besoin d'être assisté, augmenté en fait, dans le traitement de ces actes plus complexes, puisque c'est le mix d'interaction qui va lui rester. Alors concrètement aujourd'hui, le marché nous sollicite sur le traitement après l'appel, avec un cas d'usage qui est le résumé automatique de l'appel après l'appel. Il n'y a pas de demande aujourd'hui majeure, on en discute, mais ce n'est pas vraiment le sujet, pendant l'appel. Alors pourquoi Pendant l'appel, ce serait vraiment en temps réel. En temps réel, pendant l'appel. Des insights aux conseillers. Tout à fait, oui. Donc, alors pourquoi le marché se concentre aujourd'hui sur ce cas d'usage? D'abord, il y a un vrai use case, c'est-à-dire qu'il y a un ROI évident sur le traitement après appel. Donc, si on automatise avec de l'IA générative le résumé, on se retrouve à faire 100% d'appels résumés, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, enfin rarement le cas. Deuxièmement, on a une homogénéité des résumés totale, puisqu'elle est garantie par l'intelligence artificielle. Et puis on a aussi un gain de productivité, puisqu'on estime aujourd'hui, selon les clients, les services, qu'on va gagner entre 20 et 40 secondes de traitement si on utilise de l'IA pour faire le résumé automatique. Donc ça, c'est un gain majeur pour les entreprises. Après, il y a des gains indirects. Je citais sur le gain sur le suivi, le management, la qualité qui s'améliore. On l'a déjà constaté avec nos premiers clients, notamment BPCE, là, qui note une amélioration de la qualité. Donc il y a beaucoup de gains indirects. Mais au-delà des aspects purement, je dirais, de retour sur investissement, je pense qu'il y a une autre dimension qui est importante à prendre en compte, c'est la fiabilité. Ouais. Et donc, dans vos métiers, de la banque, et l'assurance, c'est à peu près pareil, donc des secteurs qui sont avec des fortes contraintes réglementaires et de contrôle. Évidemment, les clients cherchent des gains de productivité, mais ça ne peut pas se faire au détriment de la fiabilité de la réponse. Ça, ce n'est pas possible, parce que le coût de l'erreur est trop élevé. C'est quoi le coût de l'erreur? Selon les métiers, par exemple, on peut s'imaginer que si on applique mal les garanties d'un contrat, ou qu'il y a une erreur dans l'octroi d'un condi, ça peut coûter très cher et ça va largement dépasser les coûts, les gains qu'on peut avoir avec l'automatisation. Ça peut être des coûts en termes d'image. On voit bien aujourd'hui que dès qu'il y a un dérapage de l'IA générative, le lendemain matin, c'est sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire dans la journée. Et pour des grandes marques comme vous, ça, c'est juste pas acceptable. Et puis, il y a aussi le coût de la non-conformité, parce qu'en cas de contrôle, on peut avoir des amendes qui sont colossales en cas de non-conformité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché préfère privilégier ce qui se passe après l'appel, parce que le conseiller a la possibilité de contrôler la réponse de l'IA, de la valider, avant qu'elle rentre dans les systèmes d'information. Il s'agit de diminuer quand même le risque aussi. Donc on diminue grandement le risque. C'est ça, on diminue le risque. On diminue le risque. Dans le même temps, on apporte un vrai bénéfice parce qu'il y a un vrai cas d'usage. Il y a quand même des gains, comme vous dites, qui sont évidents. Importants. Ouais. En plus de ça, ça permet de mettre en place toute la technologie dont on parlait juste avant. Donc il faut intégrer les systèmes de téléphonie, il faut intégrer les CRM, il faut intégrer éventuellement les SI, il faut former les agents. Donc tout ça, on le fait avec ce premier cas d'usage, avec un risque très limité et des bénéfices évidents. Vous parlez de former les agents et ça rejoint aussi cette notion de fiabilité, donc de confiance aussi, on en parlait tout à l'heure. Il faut que aussi les agents aient confiance dans les technologies qui leur sont proposées. La problématique de l'adoption notamment de ces nouvelles technologies, est-ce qu'elle est encore importante ou est-ce qu'au final, avec la démocratisation entre guillemets de l'IA, ça se passe bien? L'adoption sur le volet agent augmenté, c'est le point clé en fait. C'est vraiment le sujet le plus essentiel. Et donc ça passe par 4 facteurs finalement, l'adoption de l'IA. Donc c'est d'une part, il faut un vrai bénéfice pour le conseiller. Dans vos métiers, vos conseillers sont des vrais professionnels. S'il n'y a pas d'utilité, ils n'utilisent pas. Bon. Alors par exemple, dans le cas d'usage du résumé automatique, c'est évident. Là. Tous les conseillers vont trouver un bénéfice à avoir un résumé automatique. Il faut absolument garantir l'ergonomie. J'entendais juste avant, effectivement, il y a déjà beaucoup d'interfaces. Si on en rajoute une de plus qui n'est pas ergonomique, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment soigner l'exécution du design de l'interface. En profiter d'ailleurs pour revoir un certain nombre de choses, pour faire des intégrations directes dans le CRM. Là. Pour beaucoup de nos clients aujourd'hui, le résumé rentre directement dans le CRM, il ne passe même pas par une interface intermédiaire. Il y a un sujet de qualité de la réponse qui est essentiel.
Donc de la même façon, les conseillers dans vos métiers sont des gens très consciencieux. Donc si la qualité, la pertinence du résumé n'est pas suffisante, le conseiller ne le validera pas, et du coup, il va refaire le travail. Donc, on n'a pas le bénéfice. Donc, il faut Une réponse qui dépend de la qualité de la donnée aussi. De la donnée, enfin, surtout de la qualité du modèle LLM qui est utilisé. Et du modèle, voilà. Oui. Donc, il faut une haute qualité. Et après, il y a une question de confiance. Il faut aussi que le conseiller ait confiance dans la solution. Voilà. Donc, si on arrive à démontrer ces 4 points, du coup, il y a une très forte adoption. Et là, on l'a constaté avec nos premiers clients. Hier, on faisait une intervention avec BPCE. Et aujourd'hui, ils ont atteint 94% de résumés automatiques qui rentrent dans le SI sans aucune modification significative par le conseiller. 94%, c'est énorme. Et ils ont accéléré la phase de déploiement parce que les conseillers qui n'avaient pas eu, qui n'étaient pas dans la phase de pilote, ont levé la main en disant moi aussi, je voudrais avoir la solution parce que c'est très utile et ça va me faire gagner du temps. Donc, notion de confiance et donc de transparence aussi, hein, quelque part, des technologies. Sur les aspects purement techno, vous évoquiez, quand on préparait le débat, la notion de SLM plutôt que de LLM, qui est une notion qu'on a déjà entendue aussi ce matin. Je vais juste vous entendre un petit peu là-dessus, sur le rapport entre le large et le small. Ouais. C'est un peu technique, mais globalement chez Zion, on a fait le choix d'utiliser des SLM, donc des Small Language Models. Donc, un SLM, c'est un modèle qui va avoir entre 1 milliard et 10 milliards de paramètres pour caler les ordres de grandeur. Les modèles qu'on utilise, nous, vous et moi, dans la vie de tous les jours, sont des modèles qui ont plus de 100 milliards, voire beaucoup, beaucoup plus que 100 milliards de paramètres. Donc, c'est des modèles plus petits, plus compacts. Donc, chez Zion, on travaille exclusivement avec ce type de modèle. Alors on le fait pourquoi? Parce que comme ils sont petits, on peut vraiment les entraîner spécifiquement pour le cas d'usage. On peut avoir quasiment un modèle par use case. Ce qui fait que la performance spécifique de ce modèle est extrêmement élevée par rapport à un modèle qui, en théorie, est beaucoup plus puissant, qui fait beaucoup plus de choses, mais qui sera moins bon dans le use case qu'on lui demande. Et en fait, on va lui demander de ne faire que ça. Par exemple, aujourd'hui, nos LLM, sur le use case du conseiller, ils ne font que du résumé. Donc ils sont très bons pour faire du résumé. Ils ont appris une structure de résumé. Ils savent comment identifier la demande du client, ils savent comment identifier les actions qui ont été faites, ils savent comment identifier la conclusion et les prochaines étapes. Donc, ils sont très performants sur la tâche. Deuxièmement, ils sont très rapides. La latence, en fait, est proportionnelle au nombre de paramètres. Donc, plus le modèle est petit, plus il va répondre rapidement. Et dans le use case de relation client, on a besoin d'avoir des réponses très vite. Si le résumé sort 30 secondes après l'appel, ça n'a pas d'intérêt. Le conseiller aura fait le résumé pendant les 30 secondes. Donc il faut sortir le résumé dans les secondes, la seconde ou les 2-3 secondes après l'appel pour qu'il y ait de la valeur. Et puis enfin, ces petits modèles, on en parlait aussi, de la même façon, comme ils sont plus petits, il y a moins de calculs et donc ils consomment moins d'énergie et l'impact environnemental est réduit. Donc c'est le choix qu'on a fait effectivement l'intérêt de ce choix. Alors finalement, pour résumer, il y a une approche très pragmatique à avoir. Finalement, on part du cas d'usage vraiment pour déployer en fait l'arsenal des solutions en fonction. C'est ça. Hein. Il y a deux approches dans la techno. Il y a des sociétés de pure technologie qui vont développer de la technologie, la mettre à disposition du marché en disant voilà, j'ai une technologie, un LLM, et puis le marché va imaginer ce qu'il peut en faire. Donc chez Zion, on n'a pas la même approche, puisque finalement, nous, on adresse un marché qui est très simple, c'est la relation client, et en particulier la banque et l'assurance. Donc on part du use case. Donc le use case, il y a 3 ans, on s'est dit comment on va pouvoir produire un résumé automatique d'appel de très haute qualité en temps réel, c'est-à-dire en moins d'une seconde. Voilà. Ça, c'est le brief qu'on sait. Et partant de là, on fait du rétro-engineering en inventant toutes les étapes, toutes les technologies, celles qu'on a, celles qu'on n'a pas. Et du coup, on développe les briques technologiques, IA et pas forcément d'IA, qui nous permettent... Un mix de technologies. Oui, parce que ce n'est pas forcément que de l'IA. Hein. Pour faire un résumé automatique, il y a de l'IA générative pour faire le résumé, mais il y a de l'IA traditionnelle, on en parlait avant, par exemple pour faire la catégorisation des motifs d'appel. Contrairement à ce que les gens pensent, ça marche mieux avec des technologies de type NLU qu'avec de l'IA générative. Parce que pour faire simple, la catégorisation du motif d'appel, c'est une tâche de classification. Donc ça marche mieux avec un outil qui fait de la classification plutôt qu'un outil qui fait de la génération comme un LLM. Il faut aussi des ASR pour faire la transcription de la parole, spécifiques sur des conversations humain-humain. Donc ça aussi, on les a redéveloppés, mais il faut que la transcription soit en temps réel, sinon on ne peut pas avoir le résumé immédiatement. Il faut développer une plateforme spécifique pour gérer tout ça en temps réel. Donc en fait, on se rend compte pour que le use case crée vraiment de la valeur au final chez le client, à savoir qu'il soit précis, de qualité et en temps réel,
il faut développer toute une solution Ouais. à base d'IA et pas que d'IA, dont la finalité soit de délivrer ce cas d'usage. Merci beaucoup, Franz Frédéric. Vous pouvez l'applaudir. On va